Ok, ça c'est bon, oui. Ok. Donc du coup, on va commencer par la partie sous Linux, on fera la partie Windows. Après, enfin, de toute façon, elle va être un peu dans... On va passer de toute façon un peu entre les deux, puisque il va falloir switcher pour envoyer les bonnes informations. Donc ici, vous allez dans votre shell de Linux, par le biais que vous souhaitez. Et ce qu'il faut installer, ça s'appelle donc apt install. Ah mais j'ai pas fait de apt update déjà pour qu'il reprenne en compte. Alors, je prends en l'occurrence que c'est pas forcément celui que j'ai en tête, c'est je trouvais que c'était r6log, c'est ça, r6log. Sudo apt install r6log. Voilà. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? C'était sous Linux là. C'est un E rouge. C'est pour dire que c'est une erreur. Qu'est-ce que t'as mis comme commande? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que tu mettes? Oui. Moi, je l'ai retiré là parce que du coup, je suis en route directement. Hmm. Et effectivement, si vous voulez installer un programme, il faut être avec un utilisateur sudo ou là, exceptionnellement, parce que je suis sur Proxmox et que j'ai pas créé d'autres utilisateurs, j'y vais avec le root directement. Donc voilà, là on a installé le programme qui va permettre de gérer la synchronisation en fait des syslogs, des différentes machines. Donc après il sert lui soit pour l'envoi, pour envoyer d'un Linux vers un autre Linux ou un Windows, pour envoyer vers le serveur syslog, mais c'est aussi le même fichier et le programme qui va servir à récupérer les informations des machines en fonction de ce dont on lui rentre comme information. Donc ensuite, on va faire cd/etc voilà, r6log. Attends, c'est pas bizarre ça. C'est ça. Et au moins R6. Ah, pardon, oui, c'est bien ce qui me semblait. C'est nano. On va directement dans le fichier r6log. C'est ça. Il y a l'autre répertoire. Donc exactement, c'est sudo nano r6log que vous allez taper. r6log. Oui, parce que là, je suis dans OTC, donc si je mets le chemin entier, parce que des fois vous n'êtes pas dans OTC, c'est r6log. Donc en gros, c'est pour aller éditer le fichier. Attends, est-ce que je peux arriver à le mettre plus haut? Attends, je vais le mettre plus haut. Voilà. Mieux. C'est moins caché. Voilà. Et donc, du coup, on rentre dedans. Oui. Là, c'est forcément, je suis en route, donc sudo, ils sont. Peut-être le réduire un petit peu.
après, bon, on a différents modules, ça, on va pas y toucher. Voilà. Ce qui nous intéresse, ce qu'il faut, c'est faut décommenter la ligne input IMUDP. Faut la décommenter pour qu'elle soit en blanche. Et là, en fait, ces deux lignes-là activent la réception des ports, enfin la réception des syslogs via le port 514 en UDP et TCP. Hein? Non, parce que le module, c'est le module IMUDP, c'est pas IMMark. Je crois que c'est. Non, il me semble pas que je l'avais activé l'autre fois. Bon, on verra après, on peut régler des choses. Après, c'est surtout si pour dire déjà à quel endroit il va stocker les éléments. Ça, c'est si on a plusieurs fichiers de configuration. Et du coup, il dit que là, il va stocker dans syslog. Pour tout sauf les éléments qui sont liés à l'authentification. Les éléments liés à l'authentification, il va les stocker dans varlog auth.log. Et en fait, il va distribuer en fait les informations en fonction des types de messages qu'il va recevoir. Donc ici, comme là, c'est la réception, on va s'en servir en tant que réception. On va pas toucher autre chose. On verra qu'après, si on veut envoyer vers Windows, il faudra revenir dans ce fichier-là pour rajouter des éléments pour dire en fait vers quel serveur on veut envoyer. Mais pour l'instant, on va dire que c'est lui qui réceptionne les infos. Donc on quitte et on enregistre. Et normalement, on fait un système CTL restart R6log. Afin qu'il puisse relire les nouvelles configurations. Donc vous mettez le sudo bien sûr, hein, si vous êtes sur un utilisateur standard. Quand tu mets, ouais. Je sais pas moi, il met pas d'erreur moi. Alors. Bon, on va revoir, mais je ne semblais pas avoir retouché quelque chose, donc à moins que ce soit parce que je suis sous. À moins que ce soit Debian qui pose un problème. C'était sous quoi toi? C'est Ubuntu au début? Debian. Tu peux faire un status sur le R6log. Ouais. Voir si tu as des messages d'erreur aussi. Savoir si ça. Le 6.
On va essayer d'envoyer des messages, on va voir si ça reçoit ou pas. Du coup, il me semblait pas que la dernière fois j'avais eu des problèmes. Du coup. Bon, voilà. Là, en tout cas, on a configuré pour que normalement il puisse réceptionner les informations. Donc là, vous allez faire aussi pour vérifier s'il n'est pas installé. Vous allez faire sudo ufw hello 514. Hein? Oui, non mais parce que des fois il y en a certains où ça le met de base, donc bon, moi là il n'est pas installé. Mais de toute façon, si vous dites que FW n'est pas trouvé, ça veut dire qu'il n'est pas installé. Ça c'est juste pour vérifier que les ports soient bien disponibles, parce que c'est le FW, c'est un gestionnaire de pare-feu sous Linux. Mais souvent il n'est pas forcément actif. Il est plutôt actif sur les Ubuntu serveurs, mais sous les autres machines il n'est pas forcément lancé de base. Ok, donc maintenant on a ça. Maintenant on va aller sur un Windows. Et donc sur Windows, ce que je demandais de télécharger, c'est NXLog Community Edition. Donc pour ceux qui l'ont déjà téléchargé, on va pouvoir l'installer. Et sinon, téléchargez-le. Normalement, il n'y avait pas d'éléments particuliers de mémoire. Si jamais vous n'avez pas déjà passé, changez l'emplacement, mettez directement sur NXLog. Ouais, c'est juste pour simplifier un truc, mais bon, si vous avez déjà installé sur Program File, c'est pas grave. C'est juste qu'en fait, si on l'installe sur Program File et quand on va vouloir éditer, il va falloir soit modifier des droits NTFS, soit devoir sortir le fichier du Program File et ensuite aller le recoller dans le répertoire. C'est juste pour simplifier un peu la tâche. Mais de toute façon, dans le document que j'ai mis sur le Drive, j'explique les méthodes si jamais on l'installe dans le Program File. Voilà. Hop. Du coup, voilà, il s'installe, il n'est pas lourd. Ensuite, vous allez dans le répertoire où vous l'avez installé. Donc soit NXLog, soit Program File, en fonction. Et après, vous irez dans Conf. Parce qu'on va devoir éditer la configuration pour lui dire en fait vers où il doit envoyer les informations. Donc voilà, vous l'ouvrez avec un bloc-notes ou un WordPad.
Ça, non, ça c'est pour la réception et pour envoyer. Ouais, c'est ça. Ok. Donc une fois que vous êtes dans le fichier, vous avez en fait un exemple de configuration en dessous. Vous voyez, si vous êtes descendu tout en bas, vous avez la ligne snare compatible exemple configuration. Donc du coup, on va décommenter. À partir de input in, ms vistalog, et ensuite output. À chaque fois, on va décommenter les lignes. Donc dans collecting event log, on décoche les 3 lignes d'en dessous. Et dans converting, on décoche les lignes qui sont de output à output. Et ici, du coup, on va mettre l'adresse de notre serveur, de notre Linux. Donc, 0. Normalement, si vous arrivez déjà à accéder de base à partir de ce Windows-là vers le serveur, il ne devrait pas y avoir besoin de rajouter des routes supplémentaires. Oui, là où on a mis le RC stock. Et on va du coup rajouter quand même pour être sûr, parce que je suis pas sûr qu'il soit forcément ouvert de base, on va également faire une règle sortante vers pour le port 514. Dans le pare-feu, comme on a déjà fait quelques fois, on va rajouter une nouvelle règle pour le 514. Après, on peut aussi vérifier déjà avant. Si on regarde le port distant, non, il n'a pas l'air de, comme ça, il a pas l'air d'être ouvert. Donc, on fait une nouvelle règle par port. En TCP parce qu'on a vu que le programme utilisait du coup le TCP pour envoyer. Et là, du coup, on va autoriser la connexion à envoyer par le port 514. Comme ça, on est sûr que ça ne sera pas notre pare-feu qui va bloquer. Après, bon, on choisit du coup à quel profil de pare-feu on veut l'appliquer. Hein? Ou là, on va mettre les 3, comme ça, au moins si à un moment ça change, on est sûr que ça sera ouvert à chaque fois. Et que les logs seront pas bloqués en fonction du type de pare-feu utilisé.
Oui, avancé. Parce que tu peux peut-être le faire avec l'autre, mais c'est aussi rapide de le faire avec celui-là. Voilà. Et donc là, on a notre règle qui autorise du coup le port 514. Il y a juste un truc que je voulais vérifier. J'ai un trou sur la... Ouais, non, je crois qu'il envoie automatiquement. Voilà. Donc bah, après, vous fermez, ou si vous l'avez déjà fermé, bah, votre fichier, vous l'enregistrez bien. Et il nous reste une petite étape à faire avant. C'est d'aller dans les services. De Windows. Trouver NXLog. Et bah tout simplement comme dans Linux, on va le restart. On va le redémarrer. Afin qu'il lise les nouveaux les nouveaux éléments. Ah, est-ce que faut voir ton fichier, est-ce que t'as pas... En fait, c'est ça qui met le fait que... en fait, tu essaies d'envoyer, mais sans rien. Donc là, pour ceux qui l'ont fait et tout, donc déconnectez-vous de votre Windows et reconnectez-vous. Donc du coup, ce que je vais faire pareil, je vais me déconnecter, me reconnecter du Windows. Et pendant que ça se reconnecte, du coup, on va retourner sur le Linux. On va aller dans cd var log.
Et là, si on fait un ls, on va voir qu'on a différents logs. Et celui qu'on va essayer d'aller voir là, c'est le auth.log qui gère les authentifications. Donc nano ou sudo nano en fonction, auth.log. Donc là, il a vu que les éléments de la connexion à tout à l'heure. Donc ça n'a pas marché. Donc est-ce que c'est mon access log qui a merdé par rapport à la dernière fois? Pourtant la dernière fois ça avait bien marché, je vais vérifier. J'ai pas loupé un truc. Et si je fais nano, c'est lequel? Syslog. Donc non, là il n'a pas récupéré. Ok. Bon, bah, je vais vérifier pourquoi il n'a pas envie aujourd'hui, alors que la dernière fois ça avait été marché tout seul. Du coup. Bon, je vais vérifier. De toute façon, c'est la pause. Donc je vais essayer de jeter un œil. Donc du coup, pour en venir dans Windows, c'est moi qui m'étais un peu effectivement trompé dans ce que j'ai dit. Il y avait un autre truc à modifier. Donc on va dans le bon Windows déjà, ça marchera mieux. Et on va retourner dans le fichier nxlog que l'on avait édité tout à l'heure. Pour les autres qui étaient arrivés, donc vous pouvez jeter un œil et sinon il faut télécharger nxlog. Le document sur le syslog est déjà dans le drive, dans doc et tuto, réseau et syslog. Et donc du coup, le pass, a priori, bon, ils l'ont peut-être changé depuis mon tuto. On va essayer de laisser juste comme ça. Donc on met in vers out. Et en fait, en gros, c'est pour dire dans quel sens vont les logs. C'est-à-dire de l'entrée, on les envoie vers l'extérieur. Ouais. Ouais. C'est le nxlog.conf qui est dans conf. Faut que tu ailles dans conf. Oui. Bah non, je pense qu'il faut enlever aussi, pardon, route. Sinon, il va pas savoir à quoi ça correspond. Donc ouais, en fait, c'est tout le dernier, c'est tout le dernier bloc en bas du fichier qui a décommenté. Et au niveau de l'host, on indique les éléments, on indique le serveur vers lequel on veut envoyer les informations. En l'occurrence, ici, c'est un serveur Linux. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué dans mon fichier maintenant? Dans le pire des cas, on coupera. Le BSD, est-ce que c'est parce que je l'ai pas mis sur un autre système? Bon, je vais refaire un test comme ça, on va voir. Parce que comme du coup, en bas, ça a changé aussi. Donc j'ai un doute. Je vais refaire un essai, je vais voir si ça fonctionne
en le réinitialisant de cette façon-là. Je vais fermer, c'est bon, oui. Et sinon, on recollera directement mon fichier. Parce que du coup, si je l'ai mis, c'est que ça avait marché la dernière fois. nxlog, il n'est pas sur la bonne machine. Voilà, donc je l'enregistre. Et au niveau des services, je redémarre le nxlog. Donc je le redémarre, voilà. Du coup là je vais essayer de me déconnecter. Faut redémarrer, oui, le service nxlog. Oui. Ça n'a pas l'air comme ça. Il est là, il est là. CTRL C. Et si je fais le syslog. Alors, oui, là c'est bon. Si vous voulez voir que c'est bon, vous allez du coup dans votre serveur Linux. Vous allez du coup dans le fichier, vous faites un sudo nano /var/log /syslog. Je vais le mettre au bloc-notes en plus gros. Hein? Pour oui, oui, on peut ou 4. Donc si en réalité après, mais là ça va être plus long pour voir. Sinon, donc vous pouvez faire sudo cat /var/log /syslog. Après, ce que c'est que le cat, lui, il va essayer d'afficher tout le fichier aussi, non? Oui, donc non. On va plutôt faire tail, parce que sinon le fichier il va être très long. Parce que là, moi, j'ai mon fichier, il continue à grossir. Là. Non, c'est tiret, je sais plus si c'est pas tirer le nombre directement. Je crois que c'est tirer le nombre directement. Tiret n. Bon, après, peu importe, normalement il est censé vous montrer les lignes du dessous. Et voyez qu'ici, voilà. Ici, là, j'ai la référence. Pardon. La référence win-glpi.glpi.rf. Donc là, ça veut bien dire qu'il a récupéré le log du Windows. Parce que sinon, il n'y aurait pas marqué ça. Donc là, tous les logs de Windows apparaissent bien maintenant directement dans le syslog. Tout apparaît dans le syslog. Du coup, ce que j'ai pas vu, c'était la connexion. Donc la connexion, on va voir si ça a fonctionné ou pas pour Windows. Donc pour la connexion, pour voir, vous pouvez faire un sudo tail. Et il s'agit de
.log. Ça, c'est pour voir ce qui est lié aux connexions. Donc là, a priori, on n'a pas vu celui de Windows. Mais on voit par exemple qu'il y a une tâche de cron qui est passée, qui a utilisé l'utilisateur root, qui a ouvert une session et qui s'est refermée derrière. Mais donc du coup, on le voit aussi, toutes sortes d'identifications. Au moins déjà là, pour l'instant, au niveau de Linux, on le voit. Et on voit un autre aussi, ici, admin. Et admin, en fait, lui, il n'est pas dans Linux, il est dans pfSense. Parce que du coup, j'ai envoyé les informations de pfSense pour qu'ils aillent aussi dans ce serveur-là pour pouvoir visualiser les éléments. Donc effectivement, après, il va falloir jouer un petit peu avec comment il s'appelle, les greps et tout pour récupérer les bonnes informations si on cherche quelque chose en particulier. Parce que sinon, le fichier peut très vite grossir. Et là où ça peut être utile, justement pour voir si les choses fonctionnent bien, on peut faire un tail-f /var /log /syslog. Donc si vous vous souvenez, le tail-f permet de voir les dernières lignes d'un fichier et en fait de laisser le fichier ouvert et de voir toutes les modifications qui sont apportées automatiquement à ce fichier-là. Donc si je fais ça, il m'affiche des éléments. Et si après il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, automatiquement il nous les ajoute, on les voit automatiquement. Donc bon, là sur le syslog, c'est pas forcément le plus pratique parce que du coup il y a vraiment beaucoup de choses qui passent. Mais si par contre je le fais sur le varlog hôte, du coup il voit les sessions. Et admettons par exemple, je fais un ssh root @ 10.128.0.1. Donc là, j'essaie de me connecter en SSH à mon Proxmox. Donc admettons que je fasse une erreur. J'ai directement la ligne qui s'est affichée ici en disant que quelqu'un a essayé de se connecter en passant par tel hôte et avec tel utilisateur et qui a fait une erreur. Et si après du coup je mets je vais arriver à taper le bon mot de passe maintenant que je veux. Du coup après on voit du coup chaque connexion. Donc si on veut surveiller des fois les connexions qui passent, on peut avoir éventuellement un écran ou une fenêtre comme ça qui affiche du coup le résultat du syslog sur les différentes machines auxquelles les gens essayent de se connecter pour surveiller, voir s'il n'y a pas des machines où il y a beaucoup d'attaques, où il semblerait y avoir beaucoup de tentatives de mots de passe rentrés et qui échouent. Donc ça, comme ça, ce fichier-là peut servir pour ça justement, en cumulant avec le tail-f. Bon, après, c'est sûr qu'il y a des périodes où forcément ça va défiler, parce que si effectivement ce fichier-là récupère en théorie les logs de Windows et les connexions à Windows, si vers 9h le matin, ça va défiler théoriquement. Mais si après, normalement il est censé quasiment pas y avoir de connexion et que du coup il y a quand même beaucoup de tentatives et surtout beaucoup d'échecs de connexion, ça peut attirer du coup
l'attention. Au moins là, du coup, vous avez tout sur le même fichier. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans toutes les machines pour vérifier chaque log individuellement. Et donc là, bah, du coup, maintenant c'est bon pour Windows. Après, vous pouvez aussi utiliser du coup l'élément que j'ai mis dans mon fichier. Si vous avez un doute, vous pouvez recopier celui-là. Si je l'ai mis, c'est qu'il marche, en modifiant effectivement le hôte. Ouais. Non, mais apparemment il bug, donc je suis au courant. Faut suivre là du coup à l'écran pour l'instant. Je regarderai après. Et donc du coup, là, on a envoyé donc le Linux lui-même, bah, il récupère automatiquement les logs de ces logs dans le syslog et dans les éléments qui vont bien. On a envoyé du coup les éléments de Windows. On a envoyé vers le Linux. Et maintenant, comme j'ai dit, on a par exemple pfSense qui a également une possibilité d'envoyer directement en syslog, ce qui peut être intéressant aussi. Et donc du coup, je vais vous montrer comment faire, parce que ça effectivement je l'avais pas mis dans le fichier. Simplement, vous vous connectez à pfSense. Ensuite, vous allez dans État. Journaux système. Donc bon, ici on retrouve les différents éléments système. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est les paramètres. Donc on a différents éléments de qu'est-ce qui est enregistré ou quoi. Donc ça au début c'est les logs eux-mêmes sur la machine qu'on peut ajuster. Et ce qui va nous intéresser c'est option de journalisation distante. Donc tout simplement on va cocher d'activer de l'envoi. Par contre ça change pas le fait qu'il va quand même continuer à enregistrer ces logs de façon locale quand même. C'est pas parce que vous l'envoyez aussi vers un serveur distant qu'il va l'effacer de sa machine locale. Donc ici, il demande par contre quelle adresse source. Donc là, on va mettre n'importe lequel, sauf si on veut loguer certaines interfaces en particulier. Si on veut pas loguer toutes les interfaces, à ce moment-là, on peut choisir. Mais si on veut tout loguer, on met n'importe lesquels. Après, on choisit le protocole. Ici, on va rester en IPv4. On indique l'adresse de la machine que l'on veut atteindre, vers en fait, la machine qui contient les éléments, le fichier syslog qu'on va remplir. Et il faut bien penser à mettre le port derrière. De toute façon, ici, il vous le marque, IP : le port. Donc ici, j'ai l'IP de mon serveur Linux qui fait serveur syslog. Et derrière, j'ai le port par lequel on envoie le syslog. Si jamais vous avez modifié la configuration de votre syslog et que vous passez par un autre port, bah, il faudra du coup adapter le port en question ici. Et l'adapter aussi dans le pare-feu. Et après, bah, du coup, on précise si c'est tous les éléments qu'on envoie
ou on peut choisir que certains éléments en particulier. Hein? C'est possible qu'il passe par l'UDP. Oui, bah oui, c'est marqué. Donc c'est pour ça que de toute façon dans le serveur, on avait activé l'UDP et le TCP. On avait activé les deux. Parce qu'effectivement, à partir de Windows, il passe par du TCP. Le pfSense, lui, envoie en UDP. Bien sûr, sur un système dont pas mal de ports ont été fermés, il faudra du coup il faudra laisser passer en sortie le port 514 également en UDP au niveau des différentes règles de pfSense. Sinon, bah pareil, vous ne recevrez pas les informations. Ensuite, vous faites enregistrer. Donc pareil, là vous voyez qu'aussi vous pouvez mettre plusieurs serveurs. On peut envoyer sur plusieurs serveurs de logs différents pour avoir de la redondance. Dans la configuration de Windows, c'est pareil. Le bloc qu'on a activé dans Windows, ou que j'ai dit de coller, si vous le recollez en dessous une deuxième fois, en changeant l'adresse, vous allez pouvoir envoyer vers un autre serveur de log également. Vous n'êtes pas limité à un seul serveur de log. Et là, on enregistre. Et donc là, normalement, il a déjà commencé à envoyer les informations. Si on voit en haut, là, dans le log message, on peut mettre avec, si on met en mode syslog, on peut avoir une précision augmentée par rapport à l'affichage du timing. C'est-à-dire que là, il peut aller à une précision en microsecondes, qui n'est pas forcément pris en compte sur les éléments classiques. Mais bon, normalement, à moins qu'il y ait vraiment des trucs très précis, à des intervalles hyper justes, hyper rapides, c'est pas forcément nécessaire. Ça dépend ce que vous surveillez. Et maintenant, si on a toujours le tail F, là j'ai toujours mon tail F sur le host.log pour voir les autorisations. Je vais me déconnecter de mon interface. Là, je vais le mettre un peu différemment, non pas celui-là, celui-là. Là, je vais les mettre côte à côte. Je vais faire admin pfSense 1. Je vais faire une erreur exprès. Là, on voit qu'il a bien vu dans les hôtes qui est sur le Linux, il a bien vu la tentative de connexion qui s'est faite sur le pfSense. Donc lui, là, il s'arrive bien dans le fichier hôte directement. Et si je marque, si je passe pfSense, là, il a bien vu le successful login et il y a l'heure et vers qui ça s'est connecté. Et ouais. Quand tu as fait quand tu as essayé de te connecter, ou quand tu as fait quoi? Et après, bah, si je reviens dans le tels f syslog, bah, on voit par exemple là j'ai du nginx, c'est qui est lié du coup à mon pfSense, qui est en fait ce qui sert pour l'interface, pour l'affichage de l'interface graphique du pfSense. Et il repère quel type de navigateur c'est connecté. Là, il voit par exemple c'est du Mozilla qu'il a reconnu. Normalement, si c'est un autre navigateur, bah, il va reconnaître l'entête du navigateur pour savoir un peu pour tracer qui s'est connecté.
Et vous voyez du coup qu'on reçoit quand même beaucoup d'informations dans le syslog, donc ça peut très vite monter en taille. Donc c'est pour ça que des fois il y a les serveurs, ils sont vraiment juste pour ça. Comme ça il n'y a pas de problème de compétition de place ou quoi, ils ont vraiment une place exprès pour eux. Après normalement, bon là comme je vous dis c'est du basique, hein. Après normalement on peut affiner en précisant qu'on veut faire des changements de log tous les temps de temps ou toutes les X tailles de log pour éviter justement d'avoir un fichier trop gros à la fin. Mais là, je vous dis, on reste sur des bases pour montrer le principe. C'est plutôt après l'admin qui va gérer ça et qui va lui permettre d'avoir tous les logs à la fois. Mais pour un tech, éventuellement, si c'est vous qui mettez l'infrastructure en place et que c'est plutôt vous qui allez suivre les logs, ça peut être intéressant du coup de savoir les bases de mise en place. Donc là, par exemple, si je fais ls-lh, on peut voir que le fichier syslog, bon là il fait 1 méga 3 pour l'instant, mais ça fait pas très longtemps qu'on lui envoie des informations dedans, donc ça peut assez vite monter. Et le fichier hôte, bon le fichier hôte lui normalement il va moins monter, puisque du coup il y a moins de connexions. Après, si effectivement vous êtes dans un gros environnement et qu'il y a toutes les connexions qui passent bien dans ce fichier-là et tout, forcément ça peut être beaucoup plus lourd. Et après, bah, par exemple, si vous voulez faire du tri, vous pouvez faire le sudo cat /etc/var/syslog, le pipe pour passer une autre commande derrière par rapport au résultat, grep, et je sais plus s'il a des éléments SSH à l'intérieur. Donc là, du coup, avec cette commande-là, je vais la mettre en plus gros pour l'expliquer. Cat. Donc la cat, ça permet d'afficher le contenu d'un fichier, en l'occurrence le fichier syslog. Le pipe permet en fait à l'intérieur du résultat de cette commande, c'est-à-dire la commande précédente d'affichage. En réalité, le fichier, il va pas nous l'afficher directement. Il va il va le lire et se l'afficher en mémoire pour lui. Et derrière, dans le résultat, il va aller récupérer toutes les lignes où il y a SSH dedans. Donc après, bah, vous remplacez SSH parce que vous souhaitez chercher. Et ça va vous permettre d'affiner quand même l'affichage. Donc si je le fais, oui, parce que là je suis en route. Pardon. Je fais un mélange. Là, log, syslog. Non, il n'y a pas SSH. Mais si je mets GLPI, il est censé m'afficher toutes les lignes où il y a GLPI, donc toutes les lignes qui correspondent à du Windows, à la machine GLPI que je veux. Ouais. Effectivement, il avait affiché que la dernière, c'est ça, non? Ah, d'accord, ok. Oui, parce qu'effectivement, le GLPI, on voit qu'ici, il est en majuscule. Et donc là, bah, vous voyez tous les éléments qui passent directement.
Et après, bon, sachant que là je l'ai pas en tête, mais théoriquement, normalement, les routeurs et tout, même des serveurs, des fois, vous pouvez aussi accéder, indiquer du syslog. Normalement, si par exemple je vais me connecter sur le 192.168.1.115, je crois, ou 125, 124, pardon. Là, je me connecte par exemple au serveur. Dans les logs, on va pouvoir lui indiquer aussi qu'on veut l'envoyer vers un syslog. Donc, normalement, c'est dans journaux. Donc ça, c'est pour voir les journaux. Paramètres. Voilà. Journaux, paramètres. Et ici, on a syslog distant. Et là, on peut mettre, pareil, jusqu'à 3 serveurs de syslog. Et donc là, après, je sais pas à quelle vitesse il envoie. La page. Abdel, bon, il n'a pas forcément mis encore des choses, mais si je resurveille le tel-f /var /log /hôte, je vais faire le même test que tout à l'heure. Je vais me déconnecter d'ici. Et je vais me reconnecter dessus. Et là, pour l'instant, il n'a pas encore envoyé les infos. Après, j'ai pas vérifié s'il y arrive bien. Non, il va pas y arriver. Non. Là, forcément, il va pas y arriver parce que je lui ai pas indiqué de route par où il doit passer pour aller vers l'élément. Puis c'est un élément externe, donc il va pas arriver à accéder à mon syslog qui est sur un NAT sur une machine virtuelle. Là, il a pas la route qu'il faut pour y accéder. Mais bon, c'est pour montrer qu'en fait, il y a énormément d'équipements sur lesquels on peut activer du coup le syslog pour renvoyer. Normalement aussi, je l'ai pas testé, mais si on tape par exemple Cisco 2960 syslog, donc il y a un élément là, bon, je l'ai plus en tête, mais on peut du coup lui envoyer pareil, ces logs vers un syslog aussi. Là, j'ai pas en tête le truc, je l'ai pas regardé en détail, mais je sais que c'est faisable d'envoyer vers un syslog. Bah, là, on le voit, la syslog serveur IP adresse, on voit non, parce qu'il n'est pas encore configuré. Je pense qu'il faut enable le login et mettre quelques règles. Mais c'est faisable aussi, comme ça permet de loguer directement toutes
toutes les connexions réseau et tout pour surveiller un peu ce qui se passe. S'il n'y a pas des switches ou des routeurs où il ne devrait pas y avoir trop de connexions et que d'un seul coup il y a beaucoup de connexions dessus, ça peut permettre de surveiller. Mais en général, la plupart des équipements réseau et des machines qu'on installe, on va pouvoir leur assigner un serveur de log derrière. Donc là, on l'a fait sous Linux, et si on prend, pour finir avec le Linux dans ce sens-là, si je prends le document que j'ai fait, j'ai mis un petit utilitaire à installer qui s'appelle CCZE. Qui va permettre de donner un petit peu plus de voir de façon un peu plus colorée les éléments. Donc vous l'installez, CCZE. Donc avec sudo si vous n'êtes pas en route. Et après la commande en fait c'est de faire le tails F. On refait la même commande sauf que derrière on met un pipe CCZE. Et vous voyez que c'est déjà un peu plus joli et un peu plus lisible déjà comme élément. Par rapport au gros pâté de tout à l'heure. Ça nous permet de voir un peu plus, de façon plus cohérente déjà les choses. En mettant de la couleur, en mettant l'adresse IP directement aussi en clair. Les fichiers auxquels c'est lié. Donc voilà, on voit un peu tous ces éléments-là. Par exemple, admettons, si je vais sur mon Windows, ah bah il s'est arrêté. Donc c'est pour ça que je vous dis, le Windows, je reçois plus grand-chose. C'est normal, il s'était mis en veille. En fait, faut faire la commande tails pipe CCZE. Donc voilà. Donc celui de Linux, de Windows, là on voit du coup un peu mieux la machine en question, le logiciel auquel c'est lié, et on voit du coup l'erreur, c'est un peu plus joli. Donc pour le côté visibilité, on est quand même un peu mieux. Et voilà. Après, de toute façon, c'est une question d'habitude à prendre, de filtrer et tout, parce on peut faire le grep et cumuler aussi avec ça. Si par exemple je fais tel F pipe grep -i glpi pipe
CCZE. Ouais. Donc non, il veut pas. Peut-être dans l'autre sens. Après, là, il n'est pas réglé. Normalement, je crois pareil, il doit y avoir un fichier de configuration, on doit pouvoir changer les couleurs. Là, il doit sûrement y avoir un fichier où on peut modifier sa fonction, sa façon de faire. CCZE, grep. Bon, apparemment, non, il a pas l'air de vouloir cumuler les deux où il faut un paramètre. Et si par exemple on fait cd slash etc, slash etc, ccze-help, on voit qu'on a différentes options pour passer des arguments et modifier les éléments. On peut générer une page HTML, on peut faire différentes choses. Apparemment, il y a des plugins qu'on peut rajouter. Bon, voilà, on peut adapter des éléments. Voilà, c'était juste histoire au moins de base d'avoir quelque chose de légèrement plus lisible que le fichier d'origine. Mais c'est une option, hein. Après, si vous ne souhaitez pas vous en servir, vous n'en servez pas. Il n'y a pas d'obligation. Mais je trouve que ça permet de voir un peu plus clairement les choses. Après, vous pouvez aussi potentiellement faire un TLF qui renvoie vers un fichier que vous allez ouvrir à partir d'un Windows ou quelque chose comme ça. Si vous avez fait un SFTP, vous pouvez aller voir le fichier directement. Oui. Le. Bon. Après, c'est peut-être le grep qui n'est peut-être pas doublé les commandes. Bon, donc une petite différence entre les deux. Bon voilà, c'était en tout cas pour montrer. Donc sachant que là on l'a fait dans le sens du coup pour envoyer de toutes les machines vers un Linux, mais après on peut le faire également vers un Windows. Donc dans ce cas-là, en reprenant le document, donc si jamais on veut envoyer du Linux vers un Windows ou vers un autre serveur, ou même si le même serveur on veut l'envoyer vers un autre, faut retourner dans le fichier R6log qu'on a édité au début sur le Linux. Et en fait, on va indiquer étoile pour dire que c'est tout, on veut envoyer tous les logs vers tel serveur. Mais voilà, du coup, il faut avoir d'abord créé le serveur entrant. En réalité, on en a un, puisque la machine qui a le fichier nxlog, on s'en est servi tout à l'heure, le nxlog, pour envoyer les logs vers le Linux, mais en réalité, c'est le même programme qui va servir aussi pour la réception, pour réceptionner des informations de Linux ou d'autres Windows vers un fichier log
pour que ça soit le Windows qui soit transformé en serveur syslog. Donc là, vite fait, on va le regarder. Donc ça, on n'y touche pas. Si, ce qu'on aura besoin, c'est de... Bah, ça dépend après si on veut le mettre dans un fichier à un endroit spécifique ou si on veut le laisser dans l'emplacement du NX-config. Parce que par défaut, il enregistre les logs à l'intérieur à l'intérieur du data. Je vais parler. Par défaut, si c'est NXLog qui reçoit les éléments, il va le mettre dans NXLog et data automatiquement. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est quand lui il est en mode récupération, il ira le mettre dans celui-là. Là, lui, il se met déjà ses propres indications à lui. Mais en tout cas, voilà. Donc là, si on le change, on peut déjà, si on veut faire un essai, on peut le transformer notre Linux et lui dire d'envoyer vers cette machine-là avec le port 514. Encore une fois, par contre, il conviendra de bien avoir fait la règle de pare-feu pour accepter la configuration du serveur, la configuration par le port 514. Sinon, vous allez vous retrouver bloqué. Et donc, du coup, bah, vous ne recevrez pas vos informations. Bon, on va le refaire comme ça va vous permettre de remontrer pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Donc, avec le Defender, enfin plutôt pare-feu, avec fonction avancée. Là, on va faire une règle en 30, ce coup-là. Basé sur un port. Et le port, ça sera le port 514. Par contre, du coup, il faudra aussi, en fonction des éléments, adapter les règles par rapport au TCP ou UDP. Parce qu'on a vu qu'en fonction de quelle machine c'est, qu'est-ce qui envoie les informations, tout n'est pas forcément en TCP. Ça peut être en UDP aussi. Hein? Ça dépend. Quand on est sous Windows, le Windows envoie en TCP. Le Linux, je crois qu'on peut envoyer par les deux. Et le pfSense, il envoie en UDP. Donc, il faut mieux ouvrir tout de suite les deux. Si tu sais que tu vas servir de serveur syslog, autant ouvrir directement l'UDP et le TCP dans les règles. Et du coup, il faut faire deux règles. Hein? Pas dans ce mode-là. Syslog entrant. Et donc là, au moins, comme ça, on est sûr qu'on pourra récupérer les informations. Bon, on jettera un œil vite fait, après vous essaierez de le faire directement, de configurer quelques machines et tout pour récupérer les logs. Éventuellement, vous essayerez de jeter un œil pour trouver un autre programme qui permettrait d'analyser mieux le fichier ou quoi, aussi. Et sinon, sur ce,